Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope avec mes invités ce soir. Nous allons revenir en ce 18 mars 2023. On se souvient tous, en tout ça pour ceux qui l'ont vécu. Nos invités vont nous parler d'histoire autour de cette date et du 19 mars 1962. Le cessez-le-feu, en première partie, nous reviendrons bien évidemment sur des aspects historiques. Nous évoquerons notamment certains martyrs, ils sont nombreux. Paix à leur âme, Ben Ramzan, Larbi, Ben Hidi ou encore Karim Belkacem, on l'écoutera tout à l'heure. Dans un deuxième temps, eh bien, vous l'avez vu, c'est le titre de l'émission, 19 mars 1962, 61 ans après, où est la nouvelle Algérie, entre guillemets, puisque c'est le slogan, c'est la nouvelle Algérie du président Abdelmadjid Tebboune, maintenant au pouvoir depuis plus de 3 ans. Donc on essaiera de voir de quelle Algérie nouvelle il s'agit. Et puis ça continue avec le Hirak qui a mis au goût du jour, qui a rendu hommage et qui continue à rendre hommage et qui rendra encore hommage demain à ces grands noms, des grands noms qu'on a vu cités, notamment dans le cadre des slogans. Le Hirak qui a aussi remis au goût du jour ces grandes dates historiques qui marquent l'Algérie. On sait combien il est difficile de commémorer, notamment dans certains pays occidentaux ou européens comme la France. Aujourd'hui, il est très difficile de mobiliser la famille, la jeunesse autour des grandes dates. Eh bien, le Hirak, lui, il a réussi, notamment lorsqu'il s'agit de 5 juillet, de 1er novembre 54 ou encore du 19 mars. La diaspora est présente demain à Paris, place de la République. C'est la troisième partie de l'émission. On reviendra sur ce rassemblement. Mais aussi, on évoquera et on reviendra pourquoi ce 19 mars, il y a cette organisation satellitaire, une organisation pro-pouvoir, puisqu'on a vu quelques vidéos, quelques pancartes où des manifestants soutiennent donc le président Tebboune et soutiennent aussi le chef d'État-major Saïd Chengriha, à l'inverse que le Hirak, lui, souhaite un changement de système, le Daoula Madaniya qui est toujours présent, la liberté des tenues, la liberté d'expression et notamment une réelle indépendance. Avec nous sur le plateau, il est hirakiste, il est présent tous les dimanches depuis le 19 février, depuis le 22 février 2019. Il n'a pas raté un seul dimanche et d'autres dates aussi. Il est avec nous. Tahar Sisri, bonsoir, merci. Merci de m'avoir invité. Je suis content en fait, de partager le plateau avec des militants aussi. Et un bonjour à tous les téléspectateurs. Merci cher Tahar Sisri. Il est avec nous. On ne le présente plus aussi, il est présent dans le cadre des marches, La République aussi, place de la République, il connaît, analyste politique. Idir Ounouren, bonsoir. Bonsoir Monsieur Chaban, merci pour votre invitation. Je salue Tahar, qui, je dois le dire, est un militant constant. C'est un militant qui a beaucoup de convictions, c'est un militant de projet. Et ça, il faut lui reconnaître ces qualités-là, quelles que soient, évidemment, les nuances et les différences qu'on peut avoir, ce qui est un peu normal en politique. Des mots importants et d'autant plus que c'est pas facile aussi de s'exprimer, on va y revenir, vous allez en parler beaucoup mieux que moi, de faire de la politique. Il est bien placé pour le savoir, 82-88, donc membre du MDA, grand parti politique, analyste politique, vous êtes à l'antenne. Brahim Younsi, bonsoir. Je suis le mouton noir ce soir. Alors que c'est toi qui es en noir. C'est moi qui est en noir. Messieurs, je salue mes amis. Ouais. Cyril est un ami, et puis vous le savez. Non, mais c'est bien, il y a toujours de la bonne convivialité, du bon partage. Et le but, bien évidemment, c'est de ne pas spécialement avoir les mêmes idées, les mêmes analyses. Mais ce qu'on essaye de faire ici, en tout cas, au sein d'El Magharibiya, c'est de donner la parole à tout le monde, de s'écouter, de passer des messages et de transmettre des idées. Dans quelques instants, on écoutera Karim Belkacem dans le cadre de son discours en Suisse. On l'écoutera dans un instant, puisqu'il était aux côtés de Louis Jox. On va commencer par vous, Brahim Younsi, notamment pour ce cessez-le-feu. Peut-être un mot sur cette date, d'abord du 19 mars 62. Peut-être une date qui est peut-être... je ne sais pas si le mot est correct, ignorée par le pouvoir algérien. En tout cas, on en parle peu. En France aussi, elle fait débat, même si demain, il y aura quelques commémorations. Vous avez la parole. Bien sûr que le 19 mars est une date importante pour l'Algérie, pour les Algériens, parce que c'est une date symbolique qui caractérise une situation qui commence
et une situation qui finit, c'est-à-dire la colonisation. Mais bien sûr que ce cessez-le-feu était conditionné à des accords, les accords d'Évian. On ne peut pas parler du 19 mars sans parler des accords d'Évian, ce qui s'était passé la veille. C'est ça. Le 18 mars. C'est important voilà, comme aujourd'hui. Ça, c'est les accords d'Évian qui conditionnent le cessez-le-feu et ce qui viendra après, c'est-à-dire le référendum d'autodétermination du peuple algérien. Et à mon avis, la question se pose là par rapport à ce que le général de Gaulle voulait et quelles étaient les arrière-pensées du général de Gaulle. À mon avis, c'est une question très importante et profonde parce que personnellement, je ne crois pas que le général de Gaulle voulait mener l'Algérie à l'autodétermination malgré le discours qu'il a prononcé à 20h en septembre 1959. Qu'est-ce qu'il avait derrière Non, je crois que d'abord il négocie avec le FLN parce que lui excluait de négocier avec le GPRA parce qu'il ne reconnaissait pas le GPRA. Il ne pouvait pas le reconnaître. Le pouvoir politique français ne reconnaissait pas le GPRA. D'ailleurs, au niveau des... Excuse-moi, Brahim. Au niveau des documents, enfin, les deux signataires, Jox et Krim, d'un côté, du côté français, c'est FLN. Et les copies qui sont au niveau de l'Algérie, c'est signé GPRA. Et Brahim a tout à fait raison de dire que le pouvoir politique de De Gaulle, évidemment, il ne reconnaissait pas l'existence du GPRA. Par contre, il reconnaissait l'existence, bien évidemment, du FLN. Il a reconnu l'existence du FLN le 18 mars. Tout à fait. Parce que c'est le 18 mars qu'il reconnaît le FLN. Parce que c'est inscrit dans les accords d'Évian que le FLN devenait un parti légal. Tout à fait, oui. Tu as assisté un peu plus jeune, mais à cette date du 19 mars pour vous. Effectivement, la France a essayé par tous les moyens de taxer en fait nos révolutionnaires de terroristes. Donc ils ne voulaient pas voir quelque chose en fait d'organisé. Donc pendant toute en fait la révolution, ils taxaient en fait nos révolutionnaires de terroristes, en fait des gens qui ne respectent pas en fait l'ordre. Donc ils ont réussi à s'organiser grâce à l'intelligence en fait des hommes comme Hussein Ahmed qui a proposé en fait la création de GPRA pour dire que nous avons une organisation politique bien organisée qui parle politique, parce que eux, ils disent qu'on on peut pas parler avec des gens violents, comme font en fait donc grâce à en fait cette intelligence, parce qu'il y a des moments en fait dans l'histoire, il y a des gens en fait qui sortent avec des propositions concrètes, solides, à savoir en fait mettre en place une vraie organisation politique afin de répondre à une question en fait politiquement à des gens qui voulaient en fait négocier avec des politiques. Donc je pense que c'est important, ça c'est très très important. Il y a un deuxième point qui est aussi important. En fait, l'armée des frontières n'était pas d'accord avec les signataires en fait des accords d'Évian. Donc en fait le groupe de Oujda a fait tout justement pour salir Karim Belkacem et les personnes en fait qui étaient avec lui. Pourquoi ? Parce qu'il voulait casser en fait, même discréditer en fait, Karim Belkacem parce qu'il préparait aux frontières le forcing et il négociait avec d'autres forces pour venir avec des chars écraser les militants et les révolutionnaires de l'intérieur. Pour moi, c'est les points les plus importants et parce qu'il faut le rappeler, parce que peut-être les Algériens ne savent pas que en fait, les gens qui étaient aux frontières ont perturbé vraiment en fait l'évolution. Et c'est pourquoi aujourd'hui on voit en fait les conséquences. On voit les conséquences de leur agissement. Ils ont confisqué en fait l'indépendance. Ils ont empêché en fait la construction d'un État solide qui est basé en fait sur en fait une démocratie effective. Donc je pense que c'est juste pour rebondir sur ce qu'a dit Tahar et je développerai un petit peu. Tahar a raison parce que je pense que Brahim pourra étayer par la suite. C'est que l'état-major avait mis quelques difficultés à accepter l'ensemble des accords d'Évian et principalement sur les questions militaires en plus. Sur les questions militaires. Les accords d'Évian, ça forme un ensemble complexe en fait, vous savez. Et le texte en lui-même, c'est quoi ? C'est un accord de cessez-le-feu, mais il y a aussi un transfert de souveraineté
de la France coloniale vers le nouvel État algérien. Donc ça laissait supposer, comme l'a dit Brahim et Tahar, des accords au préalable. Et moi je reviens aussi sur ce qu'a suggéré Brahim, a évoqué Brahim, il reprendra la parole bien évidemment, c'est que le pouvoir politique français incarné par De Gaulle, je ne dis pas le pouvoir politique français, dénier le droit au GPRA d'être signataire ou d'être signataire des accords d'Évian. Ils reconnaissaient bien évidemment le FLN. D'ailleurs même, j'ai noté une chose, c'est qu'au journal officiel, sous l'intitulé Les accords d'Évian, sous l'intitulé, c'est paru au journal officiel français, bien évidemment, la déclaration gouvernementale du 19 mars 62 relative à l'Algérie. Relative à l'Algérie. Et ça c'est... je crois que les historiens devraient piocher sur cette question. Et il ne faut pas oublier aussi que cette histoire de négociation, il y a deux éléments historiques qu'il faut se rappeler. C'est en 61, Brahim, tu me corriges, je n'ai pas la mémoire toute fraîche, c'est qu'il y a eu un référendum concernant l'autodétermination pour le peuple algérien en France et en Algérie. En France, si mes souvenirs sont bons, il y avait 74% qui étaient pour l'autodétermination telle que proposée par De Gaulle, et en Algérie, ils appellent eux la métropole, et en Algérie, donc le vote, le scrutin, le résultat du scrutin, c'était près de 70% qui étaient pour l'autodétermination. Après, on reviendra sur les... On va écouter dans un instant Karim Belkacem en Suisse. Question peut-être un peu... simpliste, mais qu'est-ce qui fait, notamment pour les novices qui ne maîtrisent pas spécialement cette période, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un 18 mars 62, les deux pays disent stop, on arrête la guerre. Est-ce qu'on a des réponses précises comme ça en l'espace de quelques petites minutes, parce qu'il faudrait y passer. Oui, c'est un long processus. Un long processus. Il faut dire que les discussions, pour ne pas dire les négociations avec la Russie en 1956. 1956. D'accord, moi j'ai pris la période 59-60. Oui, ça a mis du temps avant d'arriver. La 4e République avait commencé déjà les négociations. Et ces négociations, ces discussions ont été interrompues évidemment à la suite du détournement de l'avion D5. Exact. C'est ça aussi qui a fait qu'on a rompu les négociations. Elles avaient repris en 1960. Et puis, elles n'aboutissent que 2 ans après des ruptures et de nombreuses ruptures. L'indépendance ou l'autodétermination, bien sûr qu'il y a eu un vote, notamment du peuple français. De métropole. De métropole, pour savoir si on allait ou on devait aller vers l'autodétermination du peuple algérien ou pas. 73%, me semble-t-il. Oui, mais malgré tout, dans les accords d'Évian, la question de l'indépendance ou de l'autodétermination était posée comme une hypothèse. C'était une hypothèse, simplement. Je pense, personnellement, bien entendu, que le général de Gaulle avait des arrière-pensées, parce qu'en 1958 ou 59, dès qu'il arrive, il voulait former la communauté française de la même manière que les Anglais avaient formé le Commonwealth. Il voulait absolument garder l'Algérie aussi pour former la communauté. Sékou Touré avait dit non. Le nom de Sékou Touré avait effondré le château d'en rêver. Et dans les accords d'Évian, le texte dit la chose suivante, et à mon avis, elle est pernicieuse. Dans l'hypothèse où, à la suite du référendum, la solution de l'indépendance serait retenue. Au conditionnel. C'est-à-dire qu'il espérait quelque part que ça passe pas. Que ça ne passe pas. Or, le général de Gaulle, l'outil démocratique pour justifier une autre politique. Absolument. Le général de Gaulle, en 1945, il était le chef du gouvernement. Du gouvernement provisoire qui arrive en mai 1945, il accepte que l'on bombarde à Sétif, à Kharrata, etc., et faire 45 000 morts. C'est dire que le général de Gaulle tenait à ces colonies, et il avait en tête aussi ce mot de Bismarck qui disait « Je ne veux point de colonies », parce que avoir des colonies, c'est, sur le plan stratégique, affaiblit les pays qui possèdent les colonies. Elle a provoqué que la France s'est affaiblie. La France s'est affaiblie, beaucoup affaiblie, parce qu'en partant, les indépendances ont beaucoup affaibli la France.
Juste en petite pour réaction. compléter sur un autre plan, c'est que dans les accords d'Évian, me semble-t-il, ou alors dans une annexe quelque part, il était intimé au nouveau pouvoir algérien de respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il devait s'inspirer de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça, alors, on va écouter Karim Belkacem, paix à son âme, et juste derrière, on passe à cette deuxième et troisième partie qui sont liées. On va commencer avec vous, Taha Gisli. On va évoquer maintenant le Hirak, qui a remis au goût du jour quelque part ces dates, qui a permis d'éveiller les consciences et puis aussi d'informer les nouvelles générations qu'il y a eu un 19 mars, qu'il y a un 5 juillet, un 1er novembre, entre autres. En ce qui concerne l'Algérie, le monde entier connaît maintenant nos préoccupations. Nous sommes ici pour défendre les droits imprescriptibles d'un peuple qui rejette les structures révolues du colonialisme et entend vivre libre et indépendant. Comme nous avons eu l'occasion de le déclarer, l'Algérie veut accéder à la vie internationale sans complexe, avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples et d'apporter sa modeste contribution au progrès humain. Progrès humain, une vie sans complexe à l'international. Merci pour cette petite première partie d'histoire. Juste un petit mot. Ouais, très rapidement. C'est pour abonder dans le sens de Karim Belkacem. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, ça part de Bandung surtout, c'est que le cas algérien a pris une dimension internationale. Et ça, il faut absolument le souligner. Voilà. Et je voulais dire, juste par rapport aux accords d'Évian, qui stipulaient pas mal de choses sur les essais nucléaires, sur les essais chimiques et sur les essais bactériologiques. Et il s'avère que la base navale de Mers el-Kébir, et je dis ça aux jeunes générations, elle devait, le contrat, j'allais dire, de maintenance au niveau de l'État français devait 15 ans après 62, donc en 1977. Il s'est trouvé que le pouvoir algérien a bien devancé cette demande et que la base navale de Mers el-Kébir a été rétrocédée en violation des accords, en fait, et c'est tant mieux d'ailleurs, des accords d'Évian pour le 2 février 68. C'est là où l'État algérien et le ministère de la Défense a récupéré donc la base navale de Mers el-Kébir. Tous les 2 février, il y a une cérémonie grandiose qui s'y déroule. Voilà. Février 2019, il se passe une chose, un tournant incroyable, on en parlera. Si je peux me permettre juste cette chose-là, il faut dire que, et ça à mon avis c'est essentiel et fondamental pour comprendre aussi l'esprit qui était celui, on a vu que l'esprit du général de Gaulle, à mon sens, n'était pas véritablement à l'indépendance de l'Algérie. Il n'en voulait pas, il voulait passer par le référendum. Sinon les négociations suffisaient. Et ce que je veux dire, du côté de nos chefs, de nos grands responsables et héros, c'est que aussi eux avaient un esprit. L'esprit était celui du programme de Tripoli, qui contredisait, sinon il était en opposition totale avec les accords d'Évian. En partie. En grande partie. Et la France était en difficulté, il ne faut pas oublier, financièrement. Donc ils avaient les poches vides. Chaque jour, c'était 2 milliards de francs. Donc ils n'avaient pas d'autre choix. Ils n'avaient pas d'autre choix que de trouver en fait sur le terrain politique une solution politique. La décolonisation des années 60. Si je peux dire, je voudrais juste qu'on évoque vraiment parce qu'en fait sur ce 19 mars historiquement, on pourrait y passer des heures. Bismarck disait que les possessions lointaines étaient comme la pelisse de la zibeline que portaient les nobles ou certains nobles polonais alors qu'ils n'ont pas de chemise. La SPA va t'attaquer. Vous voyez un peu la comparaison. Je pense que le général de Gaulle était dans cette situation-là. Février 2019, il se passe
un moment historique qui restera gravé dans les mémoires de plusieurs décennies et qui restera gravé dans l'histoire algérienne, même si dernièrement, le 22 février, malgré que le président algérien ait annoncé un Hirak Moubarak, eh bien l'Algérie, le pouvoir algérien en tout cas, n'en a pas dit un mot, ce Hirak. Tahar Sissi, on va reprendre avec vous. Vous êtes un petit peu perdant sur le temps de parole, mais sur l'histoire, place aux anciens. Mais c'est vrai que sur ce Hirak, à un moment, ce qui s'est passé, c'est incroyable. D'abord, il y a ce mouvement qu'on connaît tous, mais historiquement, il a remis au goût du jour les commémorations, il a remis au goût du jour ces dates, ces slogans, ces noms. Bien sûr, Daoula Madania, Machi Askariya, la primauté d'un État civil et non militaire d'Aban Ramadan, ce Hirak, il a joué un rôle important dans cette... Bien sûr, oui, parce qu'en fait, le pouvoir n'a pas réussi à faire grand-chose, hein, puisque c'est un coup d'État contre les militants de l'intérieur. Donc, le résultat, il est là. Hein. Donc, on voit l'Algérie, en fait, en difficulté sur tous les plans. Donc, le Hirak... Et en fait, voulait justement faire un changement radical. Un changement radical. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est une révolution. Hein, parce qu'il y a des gens qui, en fait, parlent d'autre chose, alors que dans les revendications ou dans les objectifs de la révolution de 17 à Paris, en fait, 16 à Kharrata, 17 à Paris et 22 sur tout le territoire national. Donc, les objectifs, ils sont clairs. Les objectifs, ils sont clairs. La consécration d'une démocratie effective, la consécration d'un état de droit, une transition démocratique indépendante du système, la dissolution, je parle bien, de la police politique et non pas en fait des services de renseignement, parce que nous avons besoin de services de renseignement. Par contre, une police politique qui fait de la politique, nous n'avons pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'il nous empêche justement de faire ce pas qualitatif vers une démocratisation de la vie politique en Algérie. Il y a aussi le démantèlement de la junte militaire. Je parle bien en fait de la junte militaire et non pas en fait de l'armée, parce que nous respectons notre armée, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos amis qui sont à l'intérieur pour défendre. Et qui travaillent souvent dans des conditions difficiles aussi. Très difficiles pour défendre en fait notre territoire. Donc, mais le pouvoir a fermé toutes les portes. Donc au contraire, donc il continue dans sa politique en fait de division, parce que le pouvoir a tenté toujours, il a fait tout pour diviser les Algériens entre eux. Attention les Kabyles, attention les Chaouis, attention les Chenouis, attention les Arabes, attention. Donc il a tenté par tous les moyens de diviser. D'ailleurs, il a alimenté ça tout le temps. Et il le fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il tente en fait attention les islamistes, attention les éradicateurs, attention. Donc c'est sa politique. Donc l'ennemi extérieur. Oui, l'ennemi. C'est certes. En fait, il y a l'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur. Ça, c'est sa politique. Donc la révolution a réussi en fait à détruire toutes en fait ces tentatives de division. En fait, le peuple, au contraire, il a créé en fait des ponts entre les régions. Donc, il a pour dire au pouvoir totalitaire que nous sommes unis. Et d'ailleurs, le slogan Khawa Khawa. Les Algériens il n'y a pas de différence entre Algériens. Ils sont des frères. Donc, en fait, le tribalisme. Parce que le pouvoir s'est appuyé toujours sur le tribalisme pour empêcher en fait les Algériens de s'organiser. Donc le Hirak justement a détruit en fait le tribalisme. C'est intéressant ce que dit Tahar Sissi, cette image, c'est vrai, de pont supplémentaire. Et on sait que ce qui aide et ce qui sauve l'Algérie aujourd'hui, c'est cette solidarité. Quoi qu'il arrive, il y a une solidarité. Séisme, feu, révolution, il y a cette solidarité. Vous pouvez revenir sur ce Hirak, bien évidemment, comme je le disais, qui a mis au goût du jour ces martyrs qui les honorent, ces slogans, etc. 62, 2023, Idirou Nouron, Brahim Younsi, et puis la même chose pour vous, Tahar Sissi. Quel mot on peut mettre derrière cette Algérie ? Est-ce qu'on parle d'une nouvelle Algérie ou est-ce qu'on parle de champs médiatiques fermés, champs syndicaux fermés, la classe politique est gelée, il y a une crise politique, il y a des détenus, etc. De quelle nouvelle Algérie ? Est-ce que réellement aujourd'hui les Algériens vivent vraiment dans une nouvelle Algérie ? De nouvelle Algérie, c'est l'Algérie de M. Tebboune, c'est pas l'Algérie dont rêvent les Algériens. Ça, c'est le premier élément. Et moi, honnêtement, je rends hommage à Tahar ici, parce que de tous les hirakistes, il faut le dire,
je dis ce que je pense et tu me connais assez, je suis quelqu'un de cash. Oui, c'est clair. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est le seul, à quelques variantes près, qui décline le véritable aspect politique. Si vous l'avez écouté, vous ne devrez même plus parler du Hirak. Transition, en dehors du système, bon, démantèlement de la junte, etc. On peut avoir des différences d'approche, mais il a résumé le programme pratiquement du Hirak. Et très peu d'intervenants reviennent au processus constituant, etc., parce que ça aurait pu développer, je suppose. Et ça, c'est fondamental. Le Hirak, pour moi, au-delà du fait que c'est une révolution, c'est devenu, pour moi, et je l'ai dit 2 ou 3 fois, c'est devenu une conscience. C'est une conscience collective qui nous lie tous. Tahar l'a bien dit, le pouvoir a même essayé de dresser des Algériens contre d'autres Algériens. Il n'a pas réussi. Bon, on peut dire. Quand on dit que le Hirak est terminé, en soi, c'est une oxygène qui restera et qui reste et qui vivra. Moi, je suppose que le Hirak ne peut pas d'abord. Il faut véritablement le Hirak ne se terminera que quand il y aura des avancées certaines. Il a parlé de démocratisation, il n'a pas parlé de démocratie, Tahar. La démocratisation, c'est l'acte de démocratiser, il y a donc toute une construction à mettre en place. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait mettre en place. Il faut dire aussi que le Hirak, évidemment, on dénonçait le 87 bis au moment où il y a eu l'émergence de cette ordonnance scélérate, mais le 87 bis nous handicape l'opposition algérienne. Et derrière l'opposition, on en parle souvent avec Brahim, il faut qu'il y ait du travail. On n'est pas légitime à parler au nom de l'opposition, enfin pour moi. Mais je dis une chose, il faut du travail, il faut construire. Il faut qu'on émerge. Moi, à un moment donné, je disais, on peut trouver le compromis historique tel que tu l'as défini et tel que je le définis, c'est-à-dire entre l'armée qui doit comprendre qu'elle fait fausse route. On n'est pas obligé d'être d'accord avec l'option de Gaël Salah. Je suis désolé. D'abord, il est décédé, il a un passif, il a un actif. Je suis pas obligé c'est pas possible. Il a pas. Donc c'est très important. Et revenir à un processus entre le Hirak qui n'a pas su se réaliser parce qu'il ne s'est pas donné des outils politiques à sa propre réalisation, soit l'organisation, soit peu importe le moyen avec lequel. Et il n'y a pas eu de travail. C'est peut-être le bon moment aussi, puisqu'on est à 4 ans avec une Covid, avec une répression sans nom aussi. On n'a pas eu de chance aussi avec le Covid, avec plein de choses. Dans ce Hirak. Il y a un Hirak qui continue puisque c'est demain le 19 mars. On va en parler sur cette partie-là. Brahim Younsi, c'est un Hirak aussi qui a exprimé ce ras-le-bol, cette politique du fait accompli, mais qui est toujours là. On impose plusieurs choses, il y a des boycotts, mais ça passe quand même. Un mot sur ce Hirak tout de même qui... Nous nous retrouvons, parce que nous parlions du 19 mars. Nous sommes, me semble-t-il, sur le plan théorique, dans la même situation d'une certaine manière. Ce que vous appelez Hirak, la révolution du 22 février, c'est la nation algérienne, une et indivisible. 2, c'est la souveraineté totale. Et la souveraineté de la nation ou du peuple, ou populaire, ce n'est pas la même chose. Si on garde l'État national qui est le nôtre, nous sommes contraints de garder la souveraineté nationale, mais une souveraineté nationale qui ne soit pas tenue par une armée et seulement une armée, ou un état-major et seulement un état-major. C'est une souveraineté nationale qui appartient à l'ensemble de la nation. Et nous sommes dans la même situation aujourd'hui que la veille de la signature des accords d'Évian. Ce que les Algériens demandent, c'est l'indivisibilité de l'Algérie, de la nation algérienne, 2, la souveraineté. Et aujourd'hui, on tente de diviser la nation algérienne et comment reconstituer... C'est intéressant ce que vous dites, je m'arrête une minute, ça veut dire que quelque part, bon d'abord on a compris qu'en 61 ans ça n'avait pas bougé, mais ça veut dire que les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui sont, entre parenthèses bien évidemment, des pseudo-colonisateurs, c'est-à-dire qu'ils ont... L'esprit, c'est pas en termes de pseudo-colonisateurs, c'est un problème politique. C'est un problème politique. Il faut oublier dans notre histoire... Ils tiennent le pays quand même, évidemment, ils tiennent le peuple. Il y a un peuple aujourd'hui dans notre histoire, nous sommes passés par des processus avant d'arriver au 1er novembre 1954.
nous sommes passés par des processus, y compris d'assimilation. Ça a duré une bonne trentaine d'années. Oui, bon, même davantage. C'est dire qu'aujourd'hui, le processus, j'allais dire, d'assimilation tel que le voulait le pouvoir, ne fonctionne plus. Il faut absolument changer les donnes. Et les donnes sont en train de changer. La révolution du 22 février l'a changé de façon radicale. Et à mon avis, il faut en tenir compte. L'indivisibilité de la nation. L'indivisibilité. Il faut la revoir, la nation. Oui, mais évidemment, elle doit fonctionner, être construite sur d'autres critères, ou ajouter des critères aux critères qui existent déjà. C'est déjà un débat, c'est déjà un bon commencement. Ce qui est important, c'est que, en fait, la révolution a gagné quelque chose, hein, parce que si je reprends en fait la vision de marxiste, qui dit en fait, qui parle en fait de la superstructure et l'infrastructure, nous avons gagné la superstructure. Aujourd'hui, le pouvoir n'arrive plus à vendre en fait son discours au peuple algérien. Personne ne l'écoute. Ça passe plus. Personne ne l'écoute. Et on le voit, en fait, c'est visible, hein, et lisible, et visible. Ouais. Donc, je vous coupe parce que je voudrais vraiment qu'on évoque, voilà, après ce mot d'histoire, après ce Hira que vous avez évoqué et qui affirme, qui signe aujourd'hui, qui ancre et qui grave toutes ces idées, ces objectifs. Le Hirak, c'est aussi à Paris. C'est la continuité, Tahar Sisri, peut-être de ce qui ne peut pas avoir lieu en Algérie, parce qu'aujourd'hui en Algérie c'est compliqué de sortir, c'est compliqué de s'exprimer. Demain il y a un rassemblement comme tous les dimanches, vous allez en parler. Je veux aussi qu'on évoque alors on ne sait pas trop, mais il y a un rassemblement satellite organisé où on a vu des vidéos. On ne peut pas vous passer ces vidéos-là. On l'a fait, l'autre fille l'a fait et place aux invités. Mais on voit des Algériens, Algériennes, hein, c'est tout à leur honneur, mais avec des panneaux à l'effigie du président Tebboune, à l'effigie du chef d'état-major Saïd Chengliha. Demain, il y a 2 rassemblements. Pourquoi est-ce que le pouvoir ou ses organisateurs dirigés, vous allez en parler mieux que moi, attendent le 19 mars, et après je me tais, vous avez la parole. Et à l'indifférence, on a un Hirak qui, quelque part, lui, limite, n'en veut pas aux personnes. Hein. Ces changements de système, enfin, vous allez pardonner les objectifs et les définitions, vous l'avez fait beaucoup mieux que moi. Donc, en fait, eux, ils ne veulent pas organiser un rassemblement, ils veulent, perturber, en fait, notre rassemblement. Ils voulaient à la base, ils appelaient en fait pour perturber le rassemblement. D'ailleurs, je dénonce en fait l'autorisation parce que... C'est arrivé, je crois, le 19 février déjà. Oui, bien sûr, oui, ils ont tenté le 19 février, ils n'ont pas pu. Donc, grâce aux militants, nous avons réussi à pilonner en fait le plan diabolique de pouvoir totalitaire d'Alger. Parce qu'il a tenté, il voulait casser en fait le rassemblement à la place de la République. Donc, parce que quand on écoute en fait les gens qui appelaient, ils insultaient, ils disaient en fait des âneries. Donc c'est un discours qui est inacceptable. À la base, la préfecture n'a pas le droit, pas seulement de les autoriser en fait de venir à la place de la République, n'a pas le droit de donner à des personnes identifiées qui appellent en fait à organiser le trouble à l'ordre public, les autoriser en fait à l'organiser, alors qu'ils savaient à l'avance que ces gens-là ne sont pas là pour organiser un rassemblement. Donc nous avons réussi en fait à empêcher la préfecture, parce que la préfecture l'a déjà fait, hein. Ils nous ont imposé d'organiser un rassemblement à Stalingrad avec le MAC. Donc on a en fait engagé des procédures contre la préfecture, et la préfecture s'est engagée devant le juge de ne plus autoriser en fait deux mouvements qui s'opposent diamétralement en fait dans le même endroit. Donc ils n'ont pas le droit. Je dis bien en fait parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Alors merci pour la préfecture, mais la mobilisation c'est demain. Demain en tout cas, la diaspora sera à République comme d'habitude. Par contre le groupe, alors on ne sait pas ce qui se passera demain, mais par contre ne sera pas à République, il sera à Colonel Fabien dans un autre... Bon, le deuxième groupe, on ne peut pas leur faire confiance, hein. On ne sait pas si la préfecture leur a accordé l'autorisation ou pas. Alors apparemment ils sont à Colonel Fabien à Paris. De toute façon, les annonces, ils faisaient des annonces il y a quelques jours, il y a 15 jours, ils disaient qu'on avait de l'autorisation. Donc
mentir comme ça, en fait, et D'accord. mentir. Donc, Mais pour vous, je voudrais pas trop nous arrêter sur la préfecture parce que le temps passe très vite. Si c'est organisé par le pouvoir, le but c'est quoi? C'est de perturber, c'est de démontrer qu'il y a des Algériens et des Algériennes qui soutiennent ce pouvoir. C'est quoi l'objectif de... En fait, pour eux, en fait, il y a un endroit qui reste, en fait, où les Algériens ont le droit de s'exprimer démocratiquement. Il y a des agoras citoyennes. Donc, il faut arrêter ça, tout simplement parce que pour eux, ils ont réussi, en fait, par la répression, à arrêter tous les rassemblements et toutes les marches à Alger. Donc, il reste un endroit. Pourquoi nous, en fait, les militants ne voulaient pas lâcher et ils montraient qu'ils sont déterminés d'y aller jusqu'à la chute, en fait, effective du pouvoir totalitaire d'Alger. Donc, Monsieur je pense Brahim, il dit... Ce que je voulais dire par rapport justement à cette marche organisée par des anonymes, finalement, ce qui nous laisse un peu supposer qu'ils... Alors, on parle au conditionnel, on parle d'influence, on parle de rémunération, on se souvient de cette expression des cachiristes, on parle de régularisation aussi de certains jeunes, notamment Haraga. Ça, c'est au niveau de la méthode et des moyens qu'on met. Ce qu'il y a lieu de dire, là, d'abord l'instrumentalisation du 19 mars qui n'appartient pas au pouvoir, il appartient à l'ensemble du peuple algérien. Cette manifestation, il faut le reconnaître, est une manifestation pro-pouvoir. Moi j'ai eu à écouter certaines vidéos d'influenceurs du côté de Barbès où ils vous disent carrément Doula Askaria Machi Madania ou Ami Tebboune ou Ami Chenguel. D'autres ont dénoncé aussi. Oui, d'autres ont dénoncé. Peu importe. Mais ces influenceurs-là, ils ont mis les moyens aussi. Ils vont peut-être arriver de pays limitrophes aussi. Le souci n'est pas celui-là. Tahar l'a évoqué là dans son propos quand il dit toutes les marches sont verrouillées à Alger à cause de la 87 bis. On a acté finalement l'extinction de la vie publique, associative, politique, etc., etc. Et ils viennent instrumentaliser le 19 mars ici à Paris. Qui est au niveau du symbole, Abrahim, pour nous, c'est la victoire du cessez-le-feu, pour eux, c'est une défaite aussi. Donc, l'Hachma, rien du tout. Et une autre chose, moi, je voudrais que le pouvoir algérien puisse, avec tous les moyens qu'il a, organiser une marche de soutien à M. Tebboune, en Algérie. Je tiens à rappeler que monsieur Gaït Salah avait essayé de faire des sit-ins de soutien où il avait eu 100 personnes. C'était 100 personnes qui étaient censées garder sa maison ou sa caserne. Brahim aussi. Moi, je crois qu'il faut absolument se concentrer sur l'opposition. Il faut absolument que l'opposition se construise, se reforme, se muscle. Et dire a raison. Il faut absolument travailler. Parce que construire une opposition, c'est travail, beaucoup de travail. On l'a déjà évoqué. Et dans cette opposition, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas ce type de confrontation. Bien sûr, il y en a toujours eu depuis des décennies. Et ça peut être Et puis limite, excusez-moi, mais limite, il reste du temps encore. Ça renforce aussi parce qu'on sent quelque part, avec cette mobilisation, on ne sait pas d'où elle vient, vous avez vos analyses, etc. On voit des belles images où tout le monde est uni, tous les hirakistes, tous les militants, peu importe les collectifs, c'est normal que des fois il y ait des idées qui divergent, mais là on sent comme il y a une union générale pour demain, que tout le monde a appelé à... Ah oui, c'est un rassemblement unitaire. Et cette opposition, moi, je suis déjà d'un certain âge. Certain, absolument. Cette opposition doit absolument, comme dirait Bachelard, mettre de côté les obstacles épistémologiques. Parce qu'il y a de gros problèmes de compréhension, y compris de l'histoire. On tronque beaucoup de choses. On analyse mal les situations. Chacun a son camp. Mais aujourd'hui, il faut construire... Je ne vais pas aller dans le sens de Tebboune, mais à construire une autre Algérie à cette jeunesse qui attend. Oui, tout à fait. Et puis cette construction... 3 minutes, vous avez une minute chacun, le mot de la fin. Cette construction, elle passe inévitablement, non pas à éviter les sujets clivants, le sujet de la nation, le sujet du peuple, le sujet de l'État. Est-ce qu'on va rester sur un ordre juridique ancien ou passer à un ordre juridique nouveau en termes de territoire, en termes d'institutions? C'est très important. Troisièmement, arriver tous ensemble, je dis bien, quand je dis sans exclusif, bien évidemment, sur des fondamentaux, c'est
comment structurer le champ politique, comment structurer le champ social, le champ économique, sur quel socle de valeurs on veut construire la nouvelle citoyenneté algérienne, qui est d'une diversité, qui est d'une richesse extraordinaire. C'est toutes ces questions-là qui doivent interpeller, et fort de ça, les règles du jeu, les gens l'appellent ça préalable, les autres appellent ça d'une autre manière, mais une fois que toutes ces valeurs-là sont carrément admises par l'ensemble des intervenants politiques et des formations politiques, nous pourrions rentrer déjà dans la construction de l'opposition, comment faire émerger les médiateurs, avec qui on va discuter, avec le pouvoir militaire ou le pouvoir représenté par M. Tebboune, si tant est qu'il va y avoir un deuxième mandat. On terminera par la jeunesse. Il m'a bien coupé la parole. L'expérience, c'est parce que je regarde le chrono. L'expérience et l'avenir. Oui, non, une minute, le mot de la fin pour vous. Je rejoins, il faut se parler. Il faut prendre le temps de se parler. Il faut absolument que ces obstacles, je le répète, ces obstacles épistémologiques soient levés. C'est extrêmement important. On peut effectivement parler de tout. Il faut parler de tout. Bien évidemment. C'est important. De tout. Mais il ne faut pas non plus j'allais dire, braqué sur ce qui s'est passé. Nous sommes toujours dans ce que j'appelle la protase. C'est-à-dire le conditionnel. Si cela avait été comme ceci, si cela. Bon, non, à mon avis, cela, il faut l'éliminer de nos Juste, tu parlais d'épistémologie, moi je te dirais qu'il faut une rupture épistémologique. Oui, il y a une rupture, pour tout ce qui a été fait avant. C'est levé les obstacles. Tahar, demain 19 mars, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux personnes, aux personnes qui ont envie de venir demain et qui doutent encore ou qui ne savent pas? En fait, je veux revenir en fait sur le nationalisme à deux balles en fait des éléments du pouvoir. Hein. Ils n'ont pas de discours. Donc, Tahia al-Jazair. Tahia al-Jazair, vive l'Algérie, mais le problème qui se pose, l'Algérie ne vivra pas si le pouvoir aujourd'hui choisit en fait de ne pas laisser le peuple respirer. L'Algérie ne vivra pas si le pouvoir n'acceptera pas en fait la démocratie. L'Algérie ne vivra pas si le pouvoir organise en fait la corruption à grande échelle. L'Algérie ne vivra pas si le pouvoir ne reculera pas en fait, parce que c'est le moment en fait de donner la possibilité au peuple algérien de reprendre son destin et construire une Algérie forte, une Algérie capable en fait de dépasser les obstacles, d'assurer sa sécurité sur tous les plans. Notamment le plan, en fait sur le plan alimentaire, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas la souveraineté alimentaire. Merci. Donc je pense que c'est le moment. Merci en fait, infiniment. Il y a un deuxième numéro derrière. Je ne voudrais pas qu'on leur prenne du temps. Non, juste quelque chose. L'une des plus grandes violences que ce pouvoir-là a fait subir au peuple algérien, c'est qu'il l'a dépossédé de son pouvoir constituant. C'est ça. Parce qu'avec le pouvoir constituant, si on avait entamé, alors que nous avons fait des marches à millions, Merci à tous les trois. Deuxième numéro dans un instant. Effectivement, vous parlez du changement de Nouvelle-Algérie. Vous avez vu derrière le décor que vous aviez les portraits de l'ancien chef de la diplomatie qui est parti. Et c'est un membre du RND qui était déjà ministre en 96-99, Ahmed Attaf du RND. Donc, ça ne change pas trop de ce côté-là en Algérie. Merci Diroun Brahim Nounsi, merci Tahar Sissé, merci. Dans un instant, le deuxième numéro. Et juste après, vous retrouverez Nasser Djoudi pour El Amr.